Cette fille a tenté d'égorger toute sa famille, en commençant par son petit frère de 12 ans. Pourtant, au tribunal, ses parents la soutiennent. Elle est sur le point de prendre 20 ans de prison, eux militent pour qu'on réduise sa peine. Son nom, Roxana Sikorski. Mais pourquoi ? Roxana, son frère et sa sœur sont tous polonais. Très jeunes, ils ont été adoptés par Lorenz et Jeffrey Sikorski, un couple d'Américains. Mais la vie à l'orphelinat et avec leurs parents biologiques a laissé de lourds traumas. Particulièrement pour l'aînée, Roxana, qui très jeune a été confrontée à la violence. Ça ne l'empêche pas de bien s'intégrer aux États-Unis. Elle est extravertie, a des amis et réussit plutôt bien à l'école. En juillet 2014, elle rencontre même un garçon sur internet, Michael Rivera. Les deux se lient vite d'amitié, Michael la comprend. Les angoisses, les cauchemars, le sentiment de solitude, c'est une épaule sur laquelle elle peut se reposer. Ils se rencontrent alors à la librairie, puis à partir de là, sont devenus intimes. Il y a juste un tout petit problème, Michael a 20 ans, elle en a 15. Très vite, le comportement de Roxana change. Elle commence à sortir en douce pour le retrouver. Pendant l'été, elle a même fugué quelques jours pour les passer avec lui. Ses parents commencent à s'inquiéter. Ils pensent que Michael la manipule, qu'il a une mauvaise influence sur elle, alors ils tentent d'empêcher la relation. D'abord en lui prenant simplement son téléphone. Puis, après les avoir surpris ensemble une fois de trop, en portant plainte contre lui pour détournement mineur et agression. Vous vous dites sûrement qu'avec ça, n'importe quel être humain sain d'esprit aurait tout arrêté. C'est vrai, sauf que Michael est tout sauf raisonnable. Ils imaginent ensemble un plan pour faire disparaître les plaintes qui pèsent sur lui. Exécuter toute la famille, puis s'enfuir ensemble le plus loin possible. Alors, ce soir d'octobre, Michael la rejoint discrètement chez elle. Ils se postent dans le jardin pendant que Roxana saisit un couteau de l'intérieur. Ensemble, ils s'échangent des SMS et des photos pour se motiver. Chérie, je peux pas le faire, j'ai besoin de ton aide. Bébé, allez, Sheila, tranche-leur juste la gorge rapidement. Plante leur cou, bébé, là où il y a l'artère. Bébé, je peux pas le faire, j'ai trop peur. Fais-le toi, s'il te plaît. Non, faut que ce soit toi. S'ils me voient, les flics vont venir. Coupe genre comme si c'était une tomate. Je peux pas, je suis pas une psychopathe. Pourtant, elle va le faire. Roxana prend son arme et poignarde la gorge de son petit frère de 12 ans qui se met à hurler de douleur et s'enfuit dans la salle de bain. Puis, lentement, elle se dirige vers la chambre de sa sœur. Mais les cris réveillent les parents, qui se retrouvent face à cette scène d'horreur. Roxana sort de la maison en courant. Elle s'enfuit avec Michael alors que les parents transportent le petit à l'hôpital. Miraculeusement, il survit de ses blessures. Les deux criminels sont vite rattrapés par la police et leur procès aura lieu 2 ans plus tard. L'avocat de Roxana explique qu'elle souffre d'un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance, une condition qui touche les enfants victimes d'abus ou d'abandon et qui provoque des réactions disproportionnées. Et bien sûr, on détaille sa relation malsaine avec Michael. Mais la procureure, Kim Wardy, ne considère pas les circonstances atténuantes comme suffisantes et elle est déterminée à la juger au même titre qu'une adulte, ce qui veut dire une sanction des plus lourdes. Étrangement, ses parents vont la soutenir jusqu'au bout. Eux sont convaincus qu'elle a surtout besoin d'aide psychologique. Elle était influençable, manipulée, et elle ne devrait pas être jugée trop sévèrement. La justice n'entendra pas leurs appels, et Roxana prend 20 ans. Les parents sont dévastés, convaincus qu'on leur vole la jeunesse de leur fille. Mais pourtant, les faits sont là. Michael, quant à lui, est condamné à perpétuité. Alexis, le bénéfice du doute. Il y a un enfant vivant. Cette petite fille qui vient d'être retrouvée s'appelle Nathalie. Elle a 2 ans et demi et cette terrible nuit de février 1995, pendant qu'elle dormait tranquillement dans son berceau, toute sa famille s'est faite massacrer. Au rez-de-chaussée, c'est un carnage. Eugène son père, Ludmila sa mère et un couple d'amis gisent dans une mare de sang. À l'étage, on retrouve une chambre à la porte défoncée. Les grands-parents s'étaient cachés dedans, eux aussi sont morts. Tous ont été achevés froidement d'une balle en pleine tête. On dirait un travail de pro. Celui qui a prévenu la police, c'est lui. Alexis, 16 ans, le demi-frère de Nathalie. Le soir du crime, il était pas dans la maison. Il a volé de l'argent et la CB de son père, la voiture de sa belle-mère, puis alors qu'il n'a pas le permis, est parti à Paris, faire la tournée des bars et se payer les services d'une fille de joie. C'est seulement à son retour qu'il découvre la scène. Alors c'est déjà un peu bizarre comme comportement, mais c'est un petit détail qui va perturber les
les enquêteurs. À l'étage, la porte derrière laquelle s'étaient cachés les grands-parents présente des traces de coups. Et au sol, on trouve un petit objet en métal, sûrement l'attache d'une montre, qui a dû se détacher en frappant. Les policiers cherchent la montre en question et la retrouvent dans la poche d'Alexis. Il devient instantanément le suspect numéro 1. D'ailleurs, ça ne va pas tarder. Interrogé, il avoue rapidement tout. C'est lui qui a tué tout le monde. Il en avait marre de son père qui ne faisait que l'humilier à longueur de journée. Il a passé la soirée à réfléchir à son acte, a volé une de ses carabines et sorti de la maison, puis l'a tenue en joue à travers la fenêtre pendant de longues minutes. Il le touche 2 fois, dont une au visage, puis tire sur sa belle-mère. Mais son père se relève, la blessure n'est pas mortelle, et il se dirige vers son bureau où sont rangées d'autres armes. Alexis se précipite à l'intérieur et achève son œuvre, changeant plusieurs fois de flingue au cours du massacre. Son récit colle parfaitement avec la scène du crime. Il identifie sans problème les armes utilisées, on retrouve même des traces de poudre sur lui. Sa vie est passée au peigne fin. On découvre sa relation tumultueuse avec son père, un riche ressortissant russe qui lui donnait l'équivalent de 2200 € d'argent de poche chaque mois et lui payait un appartement. Mais en contrepartie, les mauvaises notes et écarts de conduite étaient punis à coups de ceinture et d'humiliation. Et ça arrivait souvent. Juste avant la tuerie, son père venait de lui couper les vivres. À ce moment, tout le monde pense que l'affaire est résolue. On a un coupable, un mobile, des aveux, des preuves. Pourtant, tout va changer. 9 mois plus tard, Alexis revient sur ses déclarations. C'est pas lui qui a fait le coup, mais la mafia. Il a menti, s'est accusé par peur de répercussions sur sa demi-sœur, mais aussi sa mère, qui vit toujours en Russie. La théorie est pas si improbable que ça. Son père, qui s'était fait des ennemis en montant sa fortune dans le commerce du bois, était terrorisé à l'idée de se faire assassiner. C'est pour ça que sa maison était remplie de pistolets et de fusils. D'ailleurs, lui-même ne sortait jamais sans. 1 mois plus tôt, on lui avait tiré dessus en pleine rue à Moscou, et 15 jours avant les faits, il avait retiré 1 million de francs en liquide. L'argent n'a jamais été retrouvé. Enfin, en 1998, le frère d'Eugène, Dimitri, qui avait repris la succession de l'entreprise, est lui aussi assassiné par balle alors qu'il enquêtait sur de potentielles affaires louches au sein de la société. Dans les médias, la théorie de la mafia fait rêver, surtout dans ce climat d'effondrement de l'URSS. L'enquête aurait peut-être mérité de durer plus longtemps, mais il n'y aura jamais de preuves formelles. Alors, au tribunal, c'est une bataille pour le bénéfice du doute qui s'engage. D'un côté, la justice et son coupable parfait, de l'autre, la défense et leur théorie folle, mais pas complètement improbable. Et vous savez quoi? Le verdict est incroyable. Alexis est reconnu coupable de tous les crimes, mais n'est condamné qu'à 8 ans de prison. C'est improbable. Les jurés ont eu trop de mal à démêler le vrai du faux, alors ils n'ont pas vraiment fait de choix. Une condamnation énorme pour un innocent, ridicule pour quelqu'un qui a commis un sextuple meurtre. Alexis ne fait pas appel et sort de prison en 2000 grâce à une remise de peine. Aujourd'hui, il a 45 ans et il est devenu agent immobilier à Saint-Tropez. En 2022, il a fait un procès à un footballeur russe pour extorsion d'argent, sans résultat. Sean, tué pour Satan. Hate what I was. I will never be that person again. Never. I don't care if they kill me. I don't care if I live to be 1,000 years old. I will never be what I was before because I hate what I did. 8 septembre 1985, Sean Sealer, 16 ans, entre dans une épicerie d'Oklahoma City. Il demande de la bière au vendeur, ce dernier refuse. Sean est trop jeune. Pas de chance, ça faisait longtemps que le gamin se demandait ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Alors aujourd'hui, il va le découvrir. Il tire une première fois, l'homme est blessé. Une seconde, l'homme est mort. La police n'arrivera pas à élucider le crime. 6 mois plus tard, il exécute ses parents, devenant le seul et unique américain condamné à la peine capitale pour un crime qu'il a commis à moins de 17 ans, depuis le rétablissement de la peine de mort. Sean naît en Californie, sa mère a 16 ans, son père est alcoolique et il a 3 ou 4 ans quand ils se séparent. Plus tard, sa mère épouse un chauffeur de camion et part sur la route avec lui. Parfois ils prennent Sean avec eux, parfois ils le laissent chez ses grands-parents. À 16 ans, il a déjà déménagé 30 fois. Impossible de se faire des amis. Même si ça se passe bien à l'école, il se referme sur lui-même. Il commence à entendre des voix à l'âge de 6 ou 7 ans. Elles sont méchantes et le critiquent en permanence. Lui,
pense que c'est normal. Faut dire que la situation familiale ne l'aide pas du tout. Il est entouré de violence, sa mère et son grand-père le battent à coups de poing ou de ceinture. Ado, on le force même à porter des couches car il mouille son lit, et on lui met sur la tête s'il le fait 2 jours de suite. Son oncle l'amène chasser et lui apprend à décapiter des animaux en leur écrasant la tête et en leur tirant sur les jambes. D'ailleurs, on le traite de mauviette quand il refuse de participer. C'est pas drôle sinon. Dans ses confessions, il explique aussi avoir été abusé par un proche de la famille. Alors, petit à petit, il sombre, devient obsédé par la religion, notamment par Satan, qu'il a découvert grâce à une babysitter, une sorcière qui lui montrait au calme des livres sur le sujet. Il pratique des rituels journaliers, étudie la démonologie, a des pensées noires régulièrement et s'enfonce des objets coupants sous la peau. Il conserve son sang au frigo et le boit en classe ou à la cantine. À 15 ans, l'alcool et la drogue sont déjà des moyens de fuir la réalité. Dans les mois qui précèdent le drame, sa situation a complètement dégénéré. Il a trouvé des gens avec qui vénérer Satan en groupe, notamment son meilleur pote, Richard. Il fantasme sur le fait de tuer et d'abuser des gens. C'est ensemble qu'ils vont commettre le crime de l'épicerie, et ça va les rendre fous de joie. Ils en rient tous les deux avec moquerie, fiers de leur descente aux enfers. Sean tombe alors amoureux d'Angel, une fille de 15 ans en échec scolaire. Mais sa mère la déteste, parle mal d'elle, l'insulte et fait tout pour qu'il ne puisse pas la voir. Mère et fils en viendront même aux mains durant leur dispute. Il décide alors de tuer sa mère. Les voix dans sa tête sont insistantes, régulièrement, il sent une transformation en lui. Il se revoit tuer le vendeur de l'épicerie, il sait qu'il peut le refaire. D'après ses propres dires, il essaye de mettre de la morora dans son café, mais ça ne donne rien. Puis un soir, après avoir pris des amphétamines et fumé de l'herbe, il vole le 44 Magnum de son beau-père et leur tire dans le crâne, à bout portant. Durant son procès, il plaide non coupable, affirmant avoir été sous l'influence de possession démoniaque. Évidemment, ça ne convainc personne, et Sean se retrouve condamné à mort. À l'époque, en Oklahoma, c'était impossible de le condamner à perpétuité. Il aurait été libérable en quelques années, alors les jurés ont choisi la seule autre option. En prison, il devient un autre homme, rejette Satan, devient un bon chrétien, ne fait pas de vagues et se fait diagnostiquer d'un trouble dissociatif de l'identité. Ce qui devrait remettre en cause le verdict et l'empêcher d'être pénalement responsable. Pourtant, rien n'est fait. Que ce soit l'opinion publique, sa famille ou les gardes de prison, presque tout le monde pense qu'il joue un rôle. Ses demandes n'amènent nulle part et on lui fait une injection létale le 4 février 1999 après avoir passé 13 ans derrière les barreaux. Ses derniers mots seront « Libère mon esprit que je puisse te louer. Libère mon esprit que je puisse t'adorer. »